Voilà, sans plus de retard. On est très heureux ce soir d'accueillir Hicham Stéphane Afessa, qui nous vient de Dijon. Hicham est agrégé en philosophie et titulaire en fait d'une double thèse de doctorat, dont le dernier vient de se dérouler et se passer il y a très peu de temps. Une thèse de doctorat en philosophie et une autre en géosciences. Hicham développe des recherches sur la philosophie de l'environnement et de l'éthique animale. Professeur dans le secondaire à Dijon, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages collectifs, tant sur les questions donc environnementales, notamment dans la revue Multitude, et sur la philosophie française de l'animalité, dans la revue Philosophie. Et ce soir, il nous présente une chronique sur l'évolution croisée, voire opposée, de deux mouvements d'éthique dans les civilisations occidentales, l'éthique environnementale et l'éthique animale. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier Des vers et des pas mûrs, chronique d'écologie et de philosophie animale au PUF en 2013, Nouveau front écologique, essai d'éthique environnementale et de philosophie animale chez Vrin en 2012, et enfin La communauté des êtres de nature en 2010, et apparaître au PUF philosophie, je ne sais pas si c'est le titre en fait, philosophie de la fin du monde, je sais pas. La fin du monde et de l'humanité. Voilà. Et cette généalogie de la pensée écologique. Bon, voilà, qui est le sujet de sa dernière thèse, si j'ai bien compris, 6 ans de boulot, voilà. Donc une somme. Et juste avant de lui donner la parole, je voudrais, parce que je risque de l'oublier, de remercier encore Frédéric Dupin, professeur du lycée, oui, on le voit un petit peu, quand même, au Vigan, et puis les élèves qui, chaque éco-dialogue, nous changent cette fresque titraille des éco-dialogues, et si vous vous rapprochez, au loin, c'est pas juste de la petite mosaïque, en fait, ce sont des marques d'animaux, des pas d'animaux, d'animaux différents, et qui est particulièrement printanier, que je trouve fort réussi pour cette édition-là. Voilà. Hicham Stéphane a fait ça, on vous écoute, donc celui que vous voulez, voilà. À très vite pour le débat. Merci. Alors, ça doit pas être le bon. Oui, il y en a un qui marche là, celui-là. Allô, oui, ça marche celui-là. D'abord, je remercie vivement les organisateurs. Je suis très touché, très flatté d'être ici. Je vous remercie aussi d'être là pour m'écouter. J'ai intitulé mon propos comme chien et chat. Je trouve ça rigolo comme titre. Le débat fratricide entre éthique environnementale et éthique animale. Alors, c'est un propos de philosophe, je vais essayer d'être le plus clair possible, et pour ce faire, je me suis dit que le mieux était peut-être de partir d'une anecdote, mais qui va pas être là simplement pour des raisons d'élégance, elle va vraiment permettre de structurer mon propos, c'est-à-dire que je vais y revenir à plusieurs reprises sur cette anecdote par laquelle je vais commencer, et elle va servir, cette anecdote, de fil conducteur. Donc je reviendrai sur ce problème-là, et je conclurai avec ce problème-là. L'anecdote, vous la connaissez peut-être déjà. Elle est un peu connue. En février 1983, je vérifie, c'est ça, un bison tomba dans la rivière gelée qui traverse le parc naturel, le parc national de Yellowstone, situé aux États-Unis, sans réussir à s'en extraire. La bête eut beau se débattre, ses efforts ne firent que malheureusement élargir le trou de la glace dans lequel il était tombé. À la tombée du jour, un groupe de randonneurs circulant en scooter des neiges enroula une corde autour des cornes du bison pour tenter de l'extraire de l'eau. Ils réussirent presque à le faire, mais pas tout à fait. À la tombée du jour, il faisait beaucoup trop froid, ils n'y voyaient plus rien, ils n'y voyaient que gouttes. Ils ont été obligés d'abandonner leur tentative de sauvetage. La température ce soir-là tomba à moins 20 degrés. Au petit matin, le bison était mort. Et la glace avait commencé à se reformer autour de lui. Les coyotes et les corbeaux commencèrent à dévorer la partie émergée de la carcasse. Et quelques semaines plus tard, au moment du dégel du printemps, on vit un ours grizzly dévorer ce qui restait de carcasse. Un morceau de corde toujours entouré autour des cornes du malheureux bison.
Alors cette affaire a fait grand bruit aux États-Unis, elle a fait couler beaucoup d'encre et puis surtout elle a suscité un débat que j'ai trouvé très intéressant entre les défenseurs des animaux et les défenseurs de l'environnement sur le point de savoir ce qu'il leur est convenu de faire en cette circonstance précise et puis de manière plus générale, et là ce sont les philosophes qui ont commencé à s'en mêler, les obligations qui sont celles des êtres humains à l'endroit des animaux sauvages. Alors, je vais essayer de vous présenter les termes du débat. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Je vais leur donner un peu plus de consistance à ces termes, mais grosso modo, ça ressemblait à ça. Les randonneurs qui circulaient en scooter des neiges ont délibérément désobéi aux autorités responsables du parc national, du parc naturel, qui avaient interdit de sauver le bison. Et c'est cette interdiction qui pourrait paraître moralement assez choquante, parce que après tout, personne n'aurait hésité une seule seconde à sauver un enfant de la noyade. Personne n'aurait hésité non plus à tout tenter pour sauver un cheval qui se retrouvait dans la même situation. Alors après tout, pourquoi le bison, lui, aurait-il eu droit à un traitement différent ? Le bison est en train de se débattre pour sauver sa vie, et comme la température était glaciale à ce moment-là, il était urgent d'intervenir et rapidement. Par conséquent, puisqu'on savait que le bison était condamné à mourir si personne n'entreprenait rien, nous étions tous, c'est ce que disaient les randonneurs, c'est ce qu'ils pensaient, nous étions dans l'obligation de faire quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas, de manière générale, l'obligation d'apporter un secours à celui qui est dans la peine, dans celui qui est dans la misère? Est-ce que ce n'est pas conforme à toutes les obligations morales qu'on nous a enseignées depuis toujours, de prêter assistance, de ne pas faire autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, de respecter la vie en tant que telle, etc. La Bible elle-même ne dit-elle pas, vous connaissez le passage dans l'évangile de Saint Matthieu, que si l'agneau, je crois que ça doit être un agneau, je ne sais plus de l'animal, si l'agneau tombe dans une fosse, alors nous avons l'obligation de le sauver, même si ce geste doit nous conduire à rompre le sabbat. Donc voilà grosso modo l'argumentation des randonneurs. À cela, on peut imaginer ce que les conservateurs du parc naturel auraient pu répondre. Ils auraient dit que la chute du bison dans la rivière gelée, dans les eaux glacées de la rivière du parc de Yellowstone, constitue un incident non seulement banal, mais surtout naturel. C'est-à-dire que c'est un événement qui se produit selon l'ordre de la nature. Et c'est pourquoi la seule chose à faire en l'occurrence, surtout, et c'est pour ça que ce petit détail est très important, dans le cadre d'un parc naturel, mais qui est conçu comme étant une sorte de sanctuaire de la vie sauvage. La seule chose à faire en l'occurrence, c'est d'abandonner le bison à son triste sort. Sans qu'il y ait là une quelconque cruauté, dans la mesure où cette inaction constitue une implication, si vous voulez, de l'obligation de préservation de la vie sauvage dans ce cadre-là, encore une fois, dans le cadre d'un parc naturel. Vous voyez que la chance qui est donnée aux animaux sauvages d'évoluer dans un milieu naturel s'accompagne, logiquement, de l'exposition aux risques caractéristiques de ce milieu-là, tels que la prédation et la chute dans une rivière gelée. Donc si les conservateurs devaient intervenir en permanence pour sauver la brebis des dents du loup et le bison qui est tombé dans les eaux gelées, alors le milieu dans lequel ils évolueraient n'aurait plus rien de naturel. Ça serait l'équivalent d'un parc zoologique. Donc voilà, grosso modo, l'argumentation ce qu'aurait pu être l'argumentation des conservateurs du parc. Mais on pourrait encore leur tourner la tête et leur répondre quelque chose. On dirait, mais dans ce cas-là, à défaut d'intervenir pour sauver le bison, on peut au moins soulager ses souffrances. Oui. Puisque le bison est condamné à mort, il n'y a aucune raison de le laisser agoniser dans de terribles souffrances. Autant on peut comprendre qu'à la rigueur, il n'y a pas de cruauté à le laisser mourir plutôt que de le sauver, autant on ne comprend pas du tout ce qui pourrait justifier de le laisser souffrir. Est-ce qu'il n'est pas parfaitement cruel de laisser la nature suivre son cours en pareil cas, en laissant l'animal souffrir inutilement? Alors comme vous le voyez, il y a non pas deux positions antagonistes dans ce que je viens de vous dire, mais il y en a bien trois. Il y a premièrement la position de ceux qui proposent, si vous voulez, une sorte d'extension des obligations morales traditionnelles de compassion et d'humanité à l'égard des animaux. Il y a ceux, si vous voulez, qui estiment que les sentiments de compassion, de sollicitude, d'humanité, etc., doivent concerner les animaux aussi, et puis pas seulement les êtres humains. C'est la position des randonneurs. Lorsqu'ils disent que de même qu'on doit sauver un enfant qui est exposé à la noyade, de la même manière on doit sauver un bison qui est tombé dans les eaux gelées de la rivière. Alors j'appellerais cette position
J'essaie de lui donner une étiquette, je vais appeler ça le moralisme plein d'humanité, sans aucune connotation péjorative, c'est juste pour lui donner une étiquette. Deuxièmement, il y a la position de ceux qui considèrent que nous avons des devoirs, des obligations morales différentes selon qu'il s'agit des êtres humains et des animaux. Et selon qu'il s'agit d'animaux domestiques, c'est le thème en principe de la soirée, et des animaux sauvages. Lorsqu'il en va des animaux sauvages, il est évident que les devoirs d'assistance à personne en danger, si j'ose dire, ne s'appliquent pas, parce que les animaux sauvages, dans une réserve naturelle, cesseraient d'être ce qu'ils sont, et ils cesseraient d'évoluer dans un milieu naturel, si les hommes devaient intervenir en permanence pour veiller sur leur vie. Donc cette seconde position, je vais l'appeler la morale des défenseurs de l'environnement. Il y a une troisième position, il y a la position de ceux qui, comprenant dans une certaine mesure l'argumentation des précédents, des défenseurs de l'environnement, disent que, en admettant que la différence entre les êtres humains et les animaux domestiques et les animaux sauvages, puis on peut même encore affiner les animaux sauvages dans un parc zoologique et les animaux sauvages dans un parc naturel. En admettant donc que cette différence soit justifiée d'un point de vue descriptif, ça change strictement rien à la définition minimale de nos obligations, à savoir notamment le fait que nul n'a le droit de laisser souffrir inutilement un être sensible, quel qu'il soit, et que la souffrance, ça reste de la souffrance, que ce soit celle d'un enfant, que ce soit celle d'un bison, que ce soit celle d'un cheval, et que l'obligation morale de diminuer la souffrance reste la même, que l'être qui souffre soit un membre de notre espèce ou d'une autre espèce. J'appellerai cette troisième position la position de la morale des défenseurs des animaux. Alors, les trois positions que je viens d'énumérer, qui ont toutes d'excellents arguments à faire valoir, qui sont toutes assez puissantes dans leur genre, sont en fait assez peu compatibles les unes avec les autres, et c'est cette incompatibilité qui illustre de manière un peu tragique l'anecdote dont je suis parti du bison qui est tombé dans les rivières gelées. Parce que si vous les examinez, vous apercevez qu'en fait ces trois positions débouchent sur des recommandations qui sont contradictoires. La première position, donc je vous rappelle, j'appelle ça le moralisme plein d'humanité. Le moralisme plein d'humanité, il recommande de sauver purement et simplement le bison, au nom des sentiments d'humanité, de bienveillance, de respect pour la vie, etc. La deuxième position, la position des défenseurs des animaux, des défenseurs de l'environnement, elle recommande de laisser mourir. C'est pas la même chose, hein. On le sauve, ou là on le laisse mourir au nom de cette idée que la préservation de la nature en son cours ordinaire, elle implique de laisser les cycles naturels se dérouler sans les instrumentaliser, sans les perturber. La troisième position, la morale des défenseurs des animaux, elle recommande, sinon de sauver l'animal, en tout cas de ne pas le laisser agoniser dans de terribles souffrances. Parce que nous avons l'obligation morale de soulager ces terribles souffrances, quelles qu'elles soient, ou qu'elles se produisent, en tout cas sans nécessité. Je reviendrai sur ce truc-là, c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez, les alternatives sont les suivantes: laisser vivre, laisser mourir, laisser souffrir. Dans ce débat, la position que je vais défendre, je vais essayer de vous expliquer les arguments qui sont les miens, la position que je vais défendre est la suivante. Je considère que la première position, donc le moralisme plein d'humanité, je suis pas très content de l'appellation, parce que je trouve que c'est péjoratif, mais j'ai pas trouvé mieux. Le moralisme plein d'humanité, c'est la position que je trouve la plus faible. En tout cas, en ce qui concerne les obligations qu'on a en endroit des animaux sauvages, je vais essayer de vous expliquer, je la trouve ultra faible. Concrètement, je pense que dans le cas du bison qui est tombé dans la rivière gelée, etc., dans ce cas-là, je crois que ce sont les environnementalistes, c'est les défenseurs de l'environnement qui avaient raison, il fallait le laisser mourir. Bon, c'est tristounet, mais c'est comme ça, il fallait le laisser mourir au nom même d'une entreprise de préservation d'un milieu naturel où les animaux peuvent évoluer librement. Ils ont cette chance-là. Donc, d'une certaine manière, il y a une contrepartie à cela. En revanche, j'estime que rien ne justifie moralement le refus d'abréger ces souffrances. Et c'est pour ça que là, je me rapprocherai plutôt de la défense des animaux, de la position, de la morale qui consiste à défendre les animaux. Donc ma position, si vous voulez, elle se situe un petit peu entre les deux, entre la position numéro 2 et la position numéro 3. Alors je vais tenter de vous expliquer les arguments que j'ai pour défendre cette position, et ce faisant, conformément à ce qui a été annoncé pour ce soir, je vais en profiter pour vous présenter les termes du débat qui ont opposé et qui opposent encore et qui opposeront durablement les partisans d'une éthique environnementale. Alors dans la petite typologie que je viens de vous présenter, l'éthique environnementale, ça correspond à la deuxième position. C'est la position des défenseurs de l'environnement. Donc d'un côté, les partisans
partisans de l'éthique environnementale et puis de l'autre côté les partisans de l'éthique animale. Ça, c'est la troisième position que je viens de vous présenter, la position des défenseurs de l'environnement, en entendant par éthique environnementale et éthique animale deux courants philosophiques anglo-américains qui sont développés dans les années 70. Merci. Il nous aura fallu environ une trentaine d'années en France pour que on sache enfin de quoi il est question, pour que les textes des principaux théoriciens des deux courants soient traduits. Alors tout n'a pas été traduit, loin de là, mais enfin on a des instruments qui sont assez nombreux maintenant et puis d'assez bonne qualité pour qu'on puisse lire tout ça et enfin comprendre de quoi il est question. Alors aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et j'essaie de vous expliquer en quoi c'est paradoxal, c'est un fait que les défenseurs des animaux et les défenseurs de l'environnement constituent deux camps opposés. Les deux proposent une approche qui est souvent incompatible et même contradictoire de la question animale. Et le fait qu'il y ait un conflit d'approche pourrait paraître assez surprenant, puisqu'on aurait pu croire légitimement qu'il y avait quand même une forte communauté d'inspiration entre les deux, ne serait-ce que parce que ils ont les mêmes adversaires. S'il faut et s'il suffit d'avoir le même adversaire pour se sentir solidaire, et parfois ça suffit largement, s'il faut et s'il suffit d'avoir le même adversaire pour former une sorte de coalition de causes, alors tout porte à croire que les acteurs de l'éthique environnementale et les acteurs de l'éthique animale de l'autre côté auraient dû être les uns pour les autres d'indissociables partenaires, oui, luttant main dans la main, développant des stratégies communes pour lutter contre ceux qui, à l'intérieur du même système social, déversent des produits toxiques dans les rivières, rasent les forêts, polluent l'atmosphère, massacrent les baleines jusqu'à l'extinction de toute l'espèce. Pour prendre un seul exemple, et j'y reviendrai encore plus tard, parce que évidemment c'est un exemple important, il est clair que l'exploitation des animaux, dans le cadre de l'élevage intensif de la moderne industrie agroalimentaire, où les animaux se reproduisent, sont allaités, nourris jusqu'à maturité dans des enclos spécifiquement conçus avant d'être abattus, puis ensuite acheminés sur le marché en pièces détachées, si j'ose dire, il est clair donc que cet élevage intensif constitue à la fois une atrocité morale pour les animaux et une calamité d'un point de vue écologique et social. Alors je vais vous donner quelques chiffres, j'ai deux séries de chiffres à vous donner, c'est difficile de ne pas donner des chiffres sur ces sujets-là, parce que je pense que l'ordre de grandeur est parfois tellement hallucinant qu'il faut quand même les avoir en tête. Alors pour les chiffres que je vais vous donner, j'en ai trouvé certains dans des publications récentes, mais l'essentiel ça vient d'une publication ancienne qui date des années 90. Alors il faudrait réactualiser tout ça, mais je pense que ça n'a pas dû énormément bouger. Alors ma référence c'est un livre de Jeremy Rifkin, qui est assez connu quand même, comme bonhomme. Le livre est intitulé Beyond Beef et le livre porte sur l'industrie bovine aux États-Unis. Donc les chiffres sont vraiment impressionnants. Alors le premier chiffre, il n'est pas de chez lui, je l'ai trouvé, là c'est un chiffre contemporain. Le nombre d'animaux abattus par an dans le monde pour la boucherie est évalué à 58 milliards. C'est incroyable comme chiffre. Donc ce véritable continent d'animaux de boucherie. Et, c'est ça qui est important, la monoculture céréalière qui l'accompagne occupe, maintenant ça vient de Rifkin, les chiffres qui suivent, 25% des terres cultivées planétaires. Un tiers des céréales mondiales nourrit le bétail que dévorent 1,5 milliard d'Occidentaux. Au Brésil, 23% des terres arables vont à l'alimentation du bœuf exporté, au détriment du maïs et des haricots noirs, nourriture de base de paysans. 50% de l'eau consommée aux États-Unis sert à l'élevage. Donc vous voyez que l'élevage des animaux qui repose sur la culture céréalière constitue au total un énorme gaspillage. Il fait peser sur l'environnement une charge en termes de terres cultivables, d'énergie et d'eau qui est bien plus lourde que toute autre forme d'exploitation. Et donc, vous voyez, il serait bien plus efficace d'utiliser les terres cultivables pour y faire pousser de quoi nourrir les hommes. À cela, ajouter que les déjections des ruminants, c'est un peu grinçant comme exemple, mais ma foi, les déjections des ruminants libèrent chaque année dans l'atmosphère 60 millions de tonnes de méthane, dont la molécule accumule 25 fois plus de chaleur solaire qu'une molécule de CO2, contribuant donc au réchauffement climatique. Alors voilà quelques-unes des raisons factuelles, mais on pourrait allonger la liste, qui auraient pu faire que les partisans d'une défense de l'environnement et ceux d'une défense des animaux fassent cause commune.
Ils ont le même propos, défendre les animaux et en même temps défendre l'environnement. Ils auraient dû se rejoindre. Il y a d'autres raisons encore, je vais en examiner une rapidement, qui aurait pu justifier un rapprochement de cause. Cette fois-ci, c'est une raison d'ordre plus théorique. Les deux partagent la même critique et la même dénonciation de ce que je pourrais appeler, de ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme. C'est-à-dire cette attitude qui consiste pour l'homme à se prendre pour une sorte de seigneur de la création. Cette attitude qui consiste pour lui à se croire propriétaire de tout ce qui est et de tout ce qui vit. On trouve chez les défenseurs de l'environnement et les défenseurs de la cause animale la même réprobation envers un comportement humain d'appropriation de la nature, qui instrumentalise la nature, qui l'exploite sans vergogne et sans mesure, qu'il s'agisse de paysages, de ressources ou des êtres vivants. Oui, on trouve de part et d'autre la même dénonciation de l'attitude irresponsable et de pillage généralisé de la nature. Par conséquent, on aurait pu croire, pour toutes les raisons que je viens de dire, factuelles et d'ordre théorique, que les deux auraient dû être d'indissociables partenaires, qu'ils avaient tout au fond pour s'entendre. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les défenseurs des animaux et les défenseurs de l'environnement s'entendent pas beaucoup. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est pas très difficile de comprendre pourquoi. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a en fait une différence d'approche entre les deux qui est flagrante. La différence, elle tient principalement à la différence d'échelle spatiale des problèmes examinés. Les défenseurs de l'environnement, les théoriciens d'éthique environnementale, mais je veux dire défenseurs de l'environnement pour éliminer la référence à l'éthique environnementale qui est néanmoins présente. Les défenseurs de l'environnement prennent en considération des régions de taille extrêmement variables, de la niche écologique à l'écosystème, puis des ensembles autorégulés des écosystèmes, des communautés biotiques et de leur milieu abiotique à l'ensemble de la totalité, l'ensemble de la biosphère terrestre. Donc si vous voulez, ça fonctionne un peu comme par cercle concentrique, vous voyez, il ne cesse d'élargir la perspective. En revanche, l'éthique animale, de son côté, elle s'intéresse à la responsabilité que les hommes ont à l'égard des animaux pris individuellement. Oui, donc il y a d'un côté une approche holistique, si vous voulez, globalisante ou englobante, puis de l'autre côté, une approche ultra individualisante. Donc vous voyez, les mouvements sont exactement de sens contraire. Il y en a un qui n'arrête pas d'élargir, et puis l'autre qui n'arrête pas de rétrécir. L'éthique environnementale, quand elle s'intéresse aux animaux en tant qu'ils sont membres d'une espèce. Et ensuite, elle s'intéresse à la relation que cette espèce noue avec d'autres espèces, la façon dont ils évoluent dans un espace pour former les unes avec les autres, ce qu'on appelle une communauté biotique. Voilà. Et lorsqu'ils déterminent des obligations, ils s'intéressent à chaque fois, oui, les obligations sont pensées en fonction de la nécessité de préserver l'intégrité et l'équilibre de l'écosystème. C'est ça qui les intéresse. En revanche, de l'autre côté, en éthique animale, quand ils parlent des animaux individuels, en considérant leur existence particulière, qui est celle d'un être sensible, qui a un intérêt à vivre et un intérêt à pas souffrir. Et tout le propos des défenseurs des animaux, c'est de faire valoir qu'ils ont un droit à mener une existence qui ne soit pas exposée à une souffrance inutile. Alors, une fois dit cela, ça éclaire pas beaucoup la question, parce qu'on voit toujours pas pourquoi le fait de se soucier de la vie des animaux considérés individuellement devrait être absolument incompatible avec le souci qu'on a pour les animaux, mais cette fois-ci considérés comme membres d'une espèce en relation avec d'autres espèces, etc. Alors, pour vous le faire comprendre, je vais réutiliser mon petit exemple, ma petite anecdote du bison tombé dans une rivière gelée, en me concentrant sur la question de la souffrance du bison et sur l'idée sur laquelle, vous vous souvenez, à défaut de sauver l'animal, on a au moins l'obligation d'abréger ses souffrances. Le point qui semblait moralement assez choquant dans la position des conservateurs du parc national, c'était que apparemment ils n'étaient même pas disposés à abréger ses souffrances. Alors je vais reprendre ce point-là pour essayer de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre les deux approches, et en vous montrant qu'en fait la différence elle porte sur l'évaluation de la souffrance. C'est sur ce point-là qu'en fait ça diverge complètement pour les deux positions. Alors je vais commencer avec les défenseurs des animaux. Les défenseurs des animaux considèrent que le fait pour une créature, pour une entité, d'être doué de sensibilité, de réagir à la souffrance, d'être sensible au plaisir, etc., constitue un critère nécessaire et suffisant pour commander un certain nombre d'obligations morales à l'égard de cet animal-là. Ils considèrent notamment que la souffrance
inconditionnellement, quel que soit l'être qui souffre, la souffrance est un mal. Donc il faut se préserver évidemment personnellement, mais donc il faut aussi éviter aux autres, à tous les autres, bêtes comprises. Voilà, ça c'est le point de vue des défenseurs des animaux. Maintenant je passe de l'autre côté. En revanche, pour les défenseurs de l'environnement, la douleur, donc souvenez-vous, c'est toujours, il faut élargir la perspective, sortir d'un organisme individuel et essayer de regarder ça dans la perspective la plus large. La douleur, donc considérée dans la perspective des processus qui sous-tendent l'histoire de la vie, c'est-à-dire considérée, si vous voulez, dans la perspective de l'évolution darwinienne, la théorie darwinienne de l'évolution. La douleur, c'est pas du tout un mal, hein. C'est une bénédiction, c'est une chance, c'est un atout sélectif. La douleur, c'est une méthode qui a été inventée par l'évolution pour fournir des informations organiques importantes. Au fond, la douleur, fondamentalement, c'est l'information. Chez les animaux, elle informe le système nerveux central d'un stress, d'un traumatisme, d'une irritation située dans la région périphérique de l'organisme. Et du coup, on voit qu'un certain niveau de réceptivité à la douleur constitue bel et bien un avantage et est désirable dans des conditions organiques optimales. Vivre, c'est toujours être inquiet à propos de la vie. Et c'est éprouver à la fois de la souffrance, de la douleur et du plaisir. Et puis, tôt ou tard aussi, c'est mourir. Le propre de la vie organique est qu'elle offre à chacun un lot, où sont inextricablement mêlés avec le plaisir toutes sortes d'angoisses, de frustrations, de douleurs, de souffrances intenables. Donc, vous voyez, d'un point de vue écologiste, du point de vue des défenseurs de l'environnement, la souffrance et le plaisir, d'une certaine manière, sont par-delà le bien et le mal. En tout cas, elles n'ont pas de signification morale. Elles ont une fonction organique. Elles ont une fonction cruciale dans la vie d'un organisme. Eh bien, ce qui vaut à l'échelle de l'organisme, à l'échelle individuelle, vaut encore plus, vous voyez, vaut a fortiori à l'échelle des communautés interspécifiques et à l'échelle de la nature, cette fois-ci prise carrément comme un tout. Vous connaissez la phrase de Darwin, qui n'est pas de lui d'ailleurs, parce qu'elle se trouve ailleurs aussi, mais il l'a reprise. La nature a les griffes et les crocs rouges, et rouges de sang. Il est absurde de chercher à faire prévaloir des obligations morales qui n'ont de sens qu'à l'intérieur des communautés humaines. La tentative qui vise à exporter au-delà des communautés humaines des obligations qui n'ont de sens et de validité que pour elles risque de conduire à de la confusion, puisque on finira par voir dans les comportements et les relations entre les animaux d'infinies cruautés et on cherchera à les empêcher. Je vais vous donner quelques exemples. La succion du sang de l'hôte par son parasite, la compétition des charognards, comme dans l'exemple que j'ai pris au tout début, entre les corbeaux et les coyotes pour dévorer la carcasse du bison, l'exclusion du faible et de l'invalide, la prédation elle-même, et l'énorme mortalité qui chaque année frappe les nouveau-nés de toutes les espèces, tout ça et bien d'autres choses encore ne constitue pas un scandale. Il n'y a aucun sens à vouloir les empêcher. Dans l'histoire de la vie sur Terre, s'il y a bien un fait fondamental, c'est le fait de manger et d'être mangé. Voilà, c'est comme ça que ça marche le système. L'histoire de la vie sur Terre, c'est l'histoire des interdévorations, c'est l'histoire des entre-destructions. Voilà, la vie sur Terre implique la mort. Eh bien, il y a de la part de ceux qui voudraient empêcher que toutes ces choses se produisent, mais dans le cadre donc de la gestion de la vie sauvage, il y a un profond malentendu où il y a un déni de réalité. Entreprendre de faire comme veulent le faire parfois, semble-t-il, les défenseurs des animaux, entreprendre de vouloir protéger les animaux d'un écosystème pris individuellement, vouloir protéger la brebis en l'arrachant des griffes du loup, vouloir protéger la gazelle qui est poursuivie par un groupe qu'est-ce qu'on va dire, de lions, etc., reviendrait à interrompre absolument tous les processus trophiques. C'est toute la chaîne alimentaire, vous voyez, qui serait complètement détruite. On interromprait tous les processus trophiques, mais au-delà de la photosynthèse, parce que ça, la photosynthèse, on s'en fout, vous voyez, c'est pas gênant. Vous voyez, que les plantes, elles luttent entre elles pour capter la lumière du soleil, ça nous gêne pas. En revanche, la mort de la gazelle, ça nous gêne, donc on essaye de l'interrompre. Une éthique pour la protection de la nature qui commencerait par dénoncer dans la nature des injustices, des cruautés, vous voyez, commencerait d'un très très mauvais pas. Et si elle condamne comme injuste et immorale
ce qu'on appelle les asymétries trophiques, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une profonde inégalité dans la compétition pour la vie, alors on voit pas comment elle pourra assurer une gestion concevable, raisonnable de la vie sauvage. La vie dans la nature, la vie dans l'univers, c'est un perpétuel circuit de destruction, un perpétuel circuit de production, et les deux moments, production, destruction, sont intimement unis l'un avec l'autre, et ce sont ces deux-là qui rendent possible la conservation du monde. Plus précisément, alors ce point est important dans ce que je vais essayer de dire ce soir, l'erreur des défenseurs des animaux tient à ce qu'ils n'arrivent pas à distinguer convenablement entre deux types de communautés et deux types d'animaux. Les animaux domestiques, d'un côté, et puis les animaux sauvages. Et ils voient pas que les obligations que nous avons à l'endroit des animaux domestiques et à l'endroit des animaux sauvages sont complètement différentes. Les animaux domestiques font partie de ce qu'on appelle maintenant une communauté mixte, où figurent aussi les êtres humains, qui d'ailleurs les y ont fait entrer. Une telle communauté, comme toute communauté d'êtres sensibles, n'a pu se développer et se perpétuer que parce qu'il y a des liens de sociabilité qui ont opéré. Mais regardez avec ces animaux domestiques que sont nos animaux de compagnie, il y a les liens que nous avons noués avec ces animaux-là, ce sont des liens sentimentaux, réciproques, des liens de sympathie, des liens de compassion, de confiance, d'amour, etc. Voilà. Toutes les communautés humaines, depuis la nuit des temps, depuis les origines, ont inclus des animaux. Les animaux domestiques ont été apprivoisés, non pas par peur de la violence, mais parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de nouer des relations individuelles avec ceux qui les ont apprivoisés, en réagissant, en répondant à des signes sociaux qui leur étaient adressés. Et le fait que les animaux soient capables de rentrer dans une interaction sociale, dans le cadre de ce qu'on appelle donc les communautés mixtes, signifie à la fois que les hommes ont su, se montrer sensibles à des réactions et aux humeurs des animaux, mais réciproquement, que les animaux ont eu assez d'intelligence pour répondre à ces signaux sociaux. Et ils ont si bien répondu à ces signaux qu'avec le temps, certains d'entre eux se sont complètement socialisés, se sont complètement intégrés dans la culture humaine, par exemple les chiens. Voilà. Lacan, le psychanalyste, parlait à ce sujet-là, il avait une expression rigolote, il était spécialiste des jeux de mots parfois un peu débiles, et il parlait d'animaux domestiques en écrivant ça apostrophe H-O-2-M-E-S, etc. Ouais, domestique, ouais, pour indiquer que la frontière homme-animal est tellement brouillée avec ces animaux-là qu'on sait plus bien exactement de quoi on parle. Vous voyez, l'idée d'une communauté mixte, ça signifie pas qu'il y a une cohabitation avec les animaux, non, c'est une vie partagée. Eh bien, de ce point de vue-là, le scandale, c'est ce que j'essaie de lui montrer, c'est que la communauté mixte, elle commande des obligations, mais particulières. De ce point de vue-là, le scandale de l'élevage intensif, de l'industrie agroalimentaire, tient à ce que justement, on y dénie la vie subjective des animaux, oui, en les traitant comme des simples automates insensibles, comme des machines à viande, comme des machines à pondre, alors que c'est précisément l'existence d'une vie subjective, c'est-à-dire une intelligence des animaux, leur capacité à réagir à des sentiments, à des signes sociaux, etc. C'est cette vie subjective qui a permis de les domestiquer, de les faire rentrer dans cette communauté mixte. Ils sont piégés d'une certaine manière. C'est ça qui est scandaleux. Les relations sociales entre les êtres humains et les animaux au sein des communautés mixtes imposent donc un certain nombre d'obligations, mais des obligations bien précises qui ne le concernent que. Obligations négatives, si vous voulez, obligation d'abord de ne pas les maltraiter évidemment, et obligations positives, telles que l'obligation de les soigner, de les nourrir, de leur prêter assistance pour la reproduction, obligation aussi de les protéger contre leurs prédateurs. Voilà, notez bien cela. Voilà, pour les animaux domestiques, oui, ça a un sens. On peut les protéger contre leurs prédateurs. Et donc, à terme, on a une éthique animale où les animaux domestiques sont considérés individuellement en tant qu'ils ont acquis, du fait de leur relation avec les êtres humains, des droits à la sécurité, à la santé, à la subsistance, à la reproduction, etc. Mais les choses sont très différentes en ce qui concerne les animaux sauvages. Par définition, les relations qu'on a avec les animaux sauvages, c'est pas des relations de domestication, c'est pas des relations d'apprivoisement. Les animaux sauvages ne devraient donc pas être pris en considération d'un point de vue moral en tant qu'individu, mais seulement en tant qu'ils jouent un rôle au sein des écosystèmes, au sein des populations, au sein des espèces. La communauté à laquelle ils appartiennent, c'est pas la communauté mixte, au sein de laquelle évoluent les animaux domestiques, c'est la communauté biotique, où ce qu'il faut prendre en considération, c'est pas la relation entre les hommes et les animaux, c'est la relation entre les animaux et les autres membres de leur espèce, puis oui, on reprend la même logique, ensuite cette espèce avec les autres espèces, etc. Et dans ce cas-là,
Ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'intégrité, l'équilibre, la stabilité de l'écosystème. Donc, si on prend le point de vue des défenseurs des animaux et qu'on fige l'animal sauvage en une entité à respecter en elle-même individuellement, on témoigne par là qu'on n'a rien compris de la forme de vie qui est la sienne. On montre au fond d'une certaine manière qu'on respecte pas. On la respecte pas comme être naturel sauvage. C'est pour ça que j'estime que la position des conservateurs du parc national de Yellowstone de laisser mourir le bison était la bonne. Il aurait été aussi absurde de sauver le bison que d'entreprendre de soustraire les animaux végétariens innocents aux griffes de leurs prédateurs carnivores. Alors parfois, on se demande un petit peu ce que les défenseurs des animaux feraient s'ils avaient vraiment le pouvoir de réguler la vie sauvage. Parce on peut craindre que les défenseurs des animaux proposent des recommandations, vous voyez, qui déboucheraient sur ce vrai cauchemar écologique qui serait l'extermination réglée de tous les prédateurs. Parce que il faut bien voir que l'éradication des prédateurs, qui seraient motivés par des bons sentiments, voyez, on ne veut pas laisser la gazelle se faire bouffer par les lions, par exemple. Une telle initiative aurait pour effet non seulement de détruire la communauté biotique, mais encore de détruire les espèces mêmes auxquelles est censée profiter cette mesure de protection. Les animaux sauvages, ça je pense que c'est une idée assez facile à comprendre. Les animaux sauvages ne seraient pas ce qu'ils sont en dehors ou indépendamment des relations qu'ils ont nouées tout au long de l'évolution avec leurs prédateurs. Il faut bien voir par exemple que la vivacité, la rapidité, la grâce de certains animaux herbivores et toutes ces autres qualités qu'on admire chez eux et qui nous poussent à vouloir les protéger, toutes ces qualités n'existeraient pas si ces animaux n'avaient pas dû développer ces qualités pour échapper à leurs prédateurs et donc pour pouvoir survivre. Vous voyez, le saut des gazelles par exemple est ajusté, oui, à la vitesse de pointe de leur prédateur. Enlevez l'un, vous n'avez plus l'autre. Oui, l'un n'existe qu'en fonction de l'autre. L'un n'est ce qu'il est qu'en relation avec l'autre. Du coup, toute intervention, si elle se ferait au détriment des deux. Et c'est cette exigence, donc, de prendre un point de vue englobant que fait valoir les défenseurs de l'environnement. Ce qui compte quand on parle des animaux sauvages, c'est pas les individus, c'est les espèces, c'est les espaces au sein desquels elles évoluent. Alors, il semblerait, au point où j'en suis, que pour l'instant, j'ai pris le point de vue des défenseurs de l'environnement, je regarde l'heure, des défenseurs de l'environnement de manière unilatérale, en chargeant les défenseurs des animaux qui auraient rien compris à toute cette histoire-là. Alors, en fait, pas tout à fait, je vous l'ai dit, mon point de vue est partagé un peu entre les deux. Je pense que les défenseurs des animaux marquent des points sur pas mal de sujets. Donc, je vais recommencer l'examen de la question en adoptant cette fois-ci le point de vue des défenseurs de l'environnement en deux temps. Je vais reprendre l'examen de l'évaluation de la souffrance animale, parce que là j'avais un peu triché dans la présentation que je vous ai faite tout à l'heure. Leur position est plus subtile que ce que j'ai dit. Et ensuite je vais vous montrer de quelle manière ce qu'ils disent sur la souffrance animale se lie à la question de la gestion de la vie sauvage, où vous verrez, ils sont pas si débiles que ça, finalement, ils disent des choses intéressantes. Sur le sujet de l'évaluation de la souffrance, il n'est pas tout à fait vrai, contrairement à ce que je dis tout à l'heure, que les défenseurs des animaux fassent profession de minimiser, voire d'éliminer la souffrance partout où elle se produit, au nom de l'idée sur laquelle, comme je le disais tout à l'heure, la souffrance est inconditionnellement un mal qu'il faut éviter, aux autres, dont il faut se préserver, etc. En fait, on peut tout à fait estimer que la souffrance est un mal en soi, sans considérer pour autant qu'elle doit être systématiquement évitée. La revendication des défenseurs des animaux, elle porte pas sur la suppression pure et simple, si vous voulez, de la souffrance, partout où elle se produit. Elle porte, c'est beaucoup plus subtil, elle porte sur la réduction ou l'élimination de la souffrance infligée aux animaux sans nécessité. Voilà, c'est la clause fondamentale. C'est grâce à ça que la position devient intéressante, sans nécessité. Lorsque cette nécessité est pensée en relation avec les intérêts des animaux. Alors, je vais reprendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure de l'industrie agroalimentaire, de l'élevage intensif, mais on pourrait élargir d'ailleurs. Ça marcherait aussi pour l'expérimentation animale à des fins médicales, ce que je vais dire. Ce que disent les défenseurs des animaux est que, en admettant que de telles pratiques puissent se justifier pour satisfaire les besoins alimentaires de l'humanité, pour mettre au point des remèdes permettant de traiter les maladies graves dont peuvent souffrir les êtres humains. Donc, en admettant que ça justifie, les défenseurs des animaux disent qu'il n'y a aucune raison pour ne pas prendre en compte le bien-être des animaux et éviter autant que possible de leur faire subir de mauvais traitements sans nécessité en cours de route,
en pratiquant par exemple la castration, l'arrachage des molaires ou la section de la queue des porcelets sans anesthésie. Voilà, ces pratiques constituent une forme de cruauté parfaitement gratuite. Voilà, ce que disent les défenseurs des animaux, c'est que nous ne sommes pas fondés à tenir pour rien la souffrance animale. La douleur, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la douleur. Et l'importance qu'il y a à soulager la douleur et la souffrance non nécessaire ne diminue pas du fait que l'être qui souffre n'est pas un membre de notre espèce. Voilà, c'est cette interdiction de faire souffrir sans nécessité qui conduit les défenseurs des animaux de manière prioritaire à prohiber toutes les pratiques qui consistent à les faire souffrir pour le seul plaisir, le divertissement ou l'agrément des êtres humains. Voilà, et c'est de ce point de vue-là, par exemple, que la corrida fait l'objet de leur part d'une condamnation sans appel. Parce que comme souffrance parfaitement inutile, non nécessaire, qui répond au seul plaisir, divertissement ou agrément des êtres humains, la corrida, pas mieux. Là. Donc évidemment, de leur point de vue, ça ne peut le faire que d'une condamnation, et je suis assez d'accord. Concernant maintenant l'élevage intensif et l'expérimentation animale, les critiques que les défenseurs des animaux leur adressent ne visent pas d'abord, en tout cas pas en un premier temps, à abolir ces pratiques. C'est pas ce qu'ils disent. Ils exigent, en un premier temps, encore une fois, qu'elles se déroulent sans infliger de souffrances inutiles aux animaux. Alors, une fois qu'on accorde ce point-là, ils sont plus forts qu'ils en ont l'air. Une fois que vous accordez ce point-là, vous allez voir, ensuite, c'est difficile de s'extraire. On se fait un peu prendre dans l'engrenage. Une fois qu'on a dit ça, la question est ensuite de savoir s'il est possible de pratiquer l'élevage des animaux pour la consommation sur une grande échelle, sans leur infliger une quantité considérable de souffrance. Alors c'est peut-être possible dans le cadre de petites fermes d'élevage, c'est peut-être possible sur une petite échelle, mais le problème est de savoir si nous pourrions nourrir les énormes populations urbaines actuelles avec de la viande produite de cette façon. Alors là, vous allez avoir droit à une petite série de chiffres. Alors là, cette fois-ci, ma référence, c'est Jonathan Furr qui a écrit un très bon livre intitulé « Faut-il manger les animaux ?» Alors, c'est encore relatif aux États-Unis, mais je pense que l'ordre de grandeur en Europe doit pas être très différent. Donc, c'est très impressionnant. C'est pour ça que je vous donne. La production des animaux, donc c'est lui qui dit ça, la production des animaux destinés à la consommation aux États-Unis est massivement dominée par l'élevage industriel. C'est le cas de 99,9% des poulets de chair. Tout, quoi. 97% des poules pondeuses. 99% des dindes. Tout ça, ça vient de l'élevage intensif. 95% des porcs. 78% des bovins. Au total, 6 milliards de poulets sont élevés et tués chaque année dans l'Union européenne pour répondre à la demande des consommateurs. Plus de 9 milliards en Amérique, plus de 7 milliards en Chine. En tout, le monde élève aujourd'hui 50 milliards de volailles destinées à l'alimentation. Donc vous voyez bien qu'il est clair que l'élevage des animaux destinés à la consommation dans des petites structures ne pourrait pas répondre à une telle demande, laquelle, comme vous savez en plus, ne cesse d'augmenter. La chair animale produite donc sans souffrance, qu'on appelle parfois, drôle d'expression quand même, la viande éthique. Faut oser ça, hein. Faut la balancer ça, la viande éthique, sans blague, apparaît de ce point de vue donc comme franchement un vœu pieux ou une position irréaliste. Donc face à cette réalité, vous voyez, donc là ils sont en train de répondre, je trouve que c'est intelligent comme réplique. Quoi. On leur dit c'est du déni de réalité, vous comprenez rien, la vie sauvage, etc. Ben voilà un déni de réalité aussi. Donc la réponse c'est du tac au tac. Donc face à cette réalité de l'énorme consommation mondiale des produits animaux, ce que demandent certains défenseurs des animaux, c'est tout d'abord d'abolir les fermes d'élevage intensif, en tant qu'ils constituent des lieux où une souffrance inutile est infligée systématiquement aux animaux. S'il y a bien une revendication qui est alors largement partagée par les théoriciens d'éthique animale, c'est le boycott des produits de l'élevage intensif. C'est-à-dire l'idée qu'il faut travailler à diminuer la quantité des produits de l'élevage intensif délivrés sur le marché. Et par là même, donc, travailler à rendre ce genre d'exploitation moins rentable. La conséquence sera qu'on fera naître moins d'animaux. Et du coup, le nombre d'animaux dans les élevages industriels déclinera, parce que ceux qui sont abattus ne seront pas remplacés. Mais, et c'est le second temps de ce que je vais vous dire, le boycott des produits de l'élevage intensif a une autre implication, qui est très importante, qui touche le choix du régime alimentaire, et qui se traduit par la promotion du végétarisme. Ou, si ce n'est du végétarisme pur et dur, en tout cas, une plus grande composante d'un régime de type végétarien dans l'alimentation. Et c'est sur ce point que les défenseurs des animaux tiennent tête, et je trouve de manière encore très fine aux défenseurs de l'environnement, sur le problème de la gestion de la vie sauvage. Sur l'interprétation en tout cas des processus de prédation qui sont à l'œuvre. À commencer par cette prédation que les hommes sont susceptibles d'exercer sous la forme de la chasse. Alors l'opposition entre les défenseurs de l'environnement et les défenseurs des animaux sur le thème de la chasse est très connue.
Je vais vous la résumer. Du point de vue des défenseurs de l'environnement, dans l'optique environnementaliste, la chasse constitue un signe de notre appartenance à la vie, de notre insertion dans les chaînes d'interaction, dans les processus trophiques, et donc ne pose aucun problème éthique particulier, pour autant, évidemment, que la vertu de prudence s'en mêle, c'est-à-dire pourvu qu'on veille à préserver l'équilibre et l'intégrité des écosystèmes. La chasse, donc, apparaît comme une activité naturelle de prédation, propre à cette espèce carnivore qu'est l'Homo sapiens, une expression de notre participation dans la nature et une manière de renouer presque avec ses origines naturelles. Être carnivore, après tout, c'est mélanger de l'humain avec de l'animal et reconnaître que nous sommes de même constitution. Et donc, il y a, disent les défenseurs de l'environnement, il y a au fondement de la critique de la chasse par les défenseurs des animaux une incapacité à évaluer le rôle décisif que la prédation a toujours joué dans l'histoire de la vie sur Terre, une volonté presque de transcender la nature et de répudier tous ces processus qui ont fait de nous ce que nous sommes. Réponse maintenant des défenseurs des animaux, la capacité à reconnaître que la souffrance est un mal pour celui qui l'endure, laquelle pousse à vouloir prendre soin de celui qui l'a subi en le soulageant autant que possible de ses maux, la capacité à éprouver de la compassion, de la pitié pour celui qui souffre, et tout autant, si ce n'est plus encore que notre activité de prédateur, essentielle à l'histoire évolutive de l'espèce humaine. L'histoire de la vie sur Terre, je trouve que la réponse est bonne, parce que les défenseurs de l'environnement racontent la moitié de la vérité. L'histoire de la vie sur Terre, c'est pas simplement l'histoire de la compétition des espèces, c'est pas simplement l'histoire de la lutte pour l'existence, c'est l'histoire de l'entraide, c'est l'histoire de la coopération, c'est l'histoire de la solidarité au sein des mêmes espèces, c'est l'histoire de ce qu'on appelle l'altruisme, c'est-à-dire de la réciprocité et des sentiments de sympathie. Et l'altruisme découle de la sélection naturelle tout autant que la lutte pour la vie. Vous voyez bien qu'en veillant sur leur progéniture, les animaux individuels contribuent à la perpétuation de l'espèce. Un comportement de coopération et de solidarité augmente les chances de survie du groupe. Le propre de l'humain, de ce point de vue-là, est qu'il est capable d'étendre ce genre de préoccupation au-delà des membres de son espèce. Et encore, les éthologues sont en train de montrer, je pense à un qui s'appelle Franz de Waal, les éthologues ont montré que ce souci, cette préoccupation, cette sollicitude pour des membres qui ne sont pas des membres de notre espèce se retrouve aussi chez les animaux. Donc par conséquent, vous voyez, la compassion qu'inspire la terreur, l'agonie des êtres sensibles ne nous rend pas étrangers au processus naturel, et ça ne nous situe certainement pas au-delà de ces derniers. Donc plutôt que d'y voir, comme le font les défenseurs de l'environnement trop souvent, une forme hyper-culturelle de sentimentalité complètement déplacée, il faut reconnaître donc cette capacité d'empathie, une des caractéristiques les plus remarquables de la sensibilité des êtres humains, qui leur appartient pas en propre, encore une fois, parce qu'on la retrouve chez les animaux, même si, comme c'est sans doute chez les êtres humains qu'elle trouve son expression la plus accomplie. De la même manière, il n'est pas sûr qu'il faille comprendre l'alimentation carnée, le régime carnivore, comme étant un processus naturel constitutif de ce que nous sommes. Alors, je vous rappelle l'argumentation des défenseurs de l'environnement. Selon les défenseurs de l'environnement, les végétariens font l'erreur de méconnaître ce processus naturel et sa valeur morale spécifique. Les consommateurs de viande sont censés, d'après eux, avoir une connaissance de l'écologie, de l'histoire naturelle, que n'auraient pas les végétariens. Les écologistes prétendent qu'il n'est pas sûr qu'un végétarien comprenne bien la manière dont le monde est fait. Mais alors, qui oserait dire que la consommation de viande dans les sociétés occidentales modernes est une manière de participer, il faut quand même oser de dire ça, une manière de participer à la logique et à la biologie de son écosystème. Le fait qu'il nous faille manger pour vivre, c'est une nécessité naturelle. Mais le choix de ce que nous mangeons et de la façon dont nous le mangeons, c'est évidemment déterminé par la culture. Mais quoi que nous mangions, que ce soit de la viande ou pas, il n'y a rien de purement biologique et de non culturel dans le fait même de le manger, si ce n'est le fait de mâcher, de l'avaler et de digérer les aliments. Tout le reste relève d'un choix culturel qui a une signification morale. Donc l'alimentation carnée, c'est pas un régime parmi d'autres, c'est une option qui a un coût pour les animaux et donc pour l'humanité, en tant qu'elle se rapporte justement aux animaux. Donc, tout bien considéré, et je m'approche de la conclusion, l'opposition entre les défenseurs des animaux et les défenseurs de l'environnement, elle tient pas tant, comme je l'ai dit au début, à une différence d'approche de la nature et de ses processus évolutifs. Elle tient plutôt, je crois, à la manière de tracer la frontière entre ce qui relève réellement des processus naturels et ce qui relève des usages culturels. Et les défenseurs de l'environnement sont enclins
à proposer une interprétation un peu trop généreuse de ce qu'il considère comme étant de l'ordre de la nature, au point d'y inclure des pratiques et des usages tels que la chasse et l'alimentation carnée, qui manifestement sont déterminés de part en part par la culture. Alors en conclusion, je vais revenir maintenant sur cette histoire de bison tombé, pour lequel donc je le disais, je considère que les conservateurs du parc naturel ont raison de l'abandonner à son triste sort, mais je rajoute, il aurait fallu en même temps abréger autant que possible ses souffrances. Là, je récapitule donc les arguments. Il fallait le laisser mourir par considération même de la forme de vie sauvage qui est la sienne, qui lui donne la possibilité de s'accomplir et de réaliser, de porter au plus haut point ses propres facultés, par opposition aux conditions de vie qui sont faites par exemple à un animal dans un parc zoologique. La mise en place dans ce cas-là d'une sorte de police de la nature qui obligerait les conservateurs du parc naturel à intervenir dès que un animal est en danger de mort, transformerait la vie des animaux en une vie complètement artificielle, dont les animaux d'ailleurs seraient les premières victimes. Donc de ce point de vue-là, je pense que la non-intervention était fondée parce qu'il y a un risque de désanimalisation des animaux sauvages. Mais sur ce point, donc, je considère que le moralisme plein d'humanité, qui veut étendre des obligations de bienveillance aux animaux, quels qu'ils soient, fait fausse route, et donc ce sont les environnementalistes qui avaient raison. Mais là où ces derniers ont tort, et qu'on ne voit pas au nom de quoi, le fait d'abréger les souffrances d'un animal condamné à mort serait contraire aux lois de la nature et certainement pas à la nature humaine, puisque la capacité d'empathie est une des capacités distinctives de l'humanité. Celle dont l'humanité peut être sans doute le plus fière. Donc exiger qu'on observe l'agonie du bison les bras croisés est inutilement cruel. Et donc s'il y avait un risque de désanimalisation, maintenant il y en a un autre ici, ce serait un risque de déshumanisation en nous demandant d'observer froidement l'agonie de l'animal. Je vous remercie.